Ma belle-mère a rasé la tête de ma fille de 6 ans et lui a brisé les jambes pendant que nous étions au travail pour lui apprendre l'humilité. Mon beau-père a dit, « Eh bien, ta nièce pourra enfin attirer toute l'attention maintenant qu'elle peut ramper comme un chien. » Et ma belle-sœur a ri comme si c'était une blague à partager. Ma fille avait des cheveux longs jusqu'à la taille, un sourire qui illuminait chaque pièce, et une démarche pleine d'assurance. Soudain, elle n'avait plus rien de tout cela. Elle s'est regardée dans le miroir, a touché son crâne nu, a vu son corps changer à jamais, et n'a pas pu parler pendant 2 ans. J'étais assise à côté d'elle, lui tenant la main, ressentant une sorte de silence qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Je n'ai pas confronté ma belle-mère. Je n'ai pas hurlé. J'ai déposé une seule chose, un document qui allait tout changer. Quand le juge a lu le verdict à haute voix, mon mari a dû choisir, et il a choisi. La matinée du 15 mars avait commencé comme tant d'autres dans notre maison de banlieue. Madison a dévalé les escaliers, ses longs cheveux auburn jusqu'à la taille ondulant au gré de ses mouvements, son sourire éclatant illuminant la cuisine tandis qu'elle attrapait ses céréales préférées. Mon mari, Kenneth, était déjà parti pour son service matinal à l'hôpital et je me dépêchais de terminer ma routine avant de me rendre au cabinet d'avocat. « C'est mamie Dorothy qui vient me chercher aujourd'hui, c'est ça ?» demanda Madison en tournant sur elle-même dans son uniforme scolaire. Mon estomac s'est noué, une sensation à laquelle je m'étais habituée chaque fois que le nom de Dorothy était mentionné. La mère de Kenneth avait toujours été difficile, mais dernièrement, son comportement était passé de commentaires passifs-agressifs à une hostilité ouverte. Cette femme détestait tout de notre dynamique familiale, en particulier la confiance naturelle de Madison et l'attention qu'elle recevait. « Oui, ma chérie. Sois sage avec elle. » Madison leva les yeux au ciel enjoué. « Est-ce que je ne le suis pas toujours ?» Tandis qu'elle rassemblait son sac à dos, je l'ai regardée se déplacer dans notre cuisine avec une grâce si naturelle. À 6 ans, elle se tenait comme une petite danseuse. Chaque mouvement était délibéré et pourtant sans effort. Ses professeurs le commentaient souvent. Comment Madison semblait glisser plutôt que marcher. Comment elle captait l'attention sans essayer. À la pièce de l'école le mois dernier, elle jouait un papillon et tout l'auditorium était devenu silencieux quand elle était montée sur scène. Non pas parce qu'elle avait le plus grand rôle, mais parce que quelque chose chez Madison attirait simplement les regards. Kenneth appelait ça du charisme naturel. Dorothy appelait ça se donner en spectacle. Les problèmes avec Dorothy avaient commencé modestement. Des commentaires sur le fait que Madison était trop sûre d'elle pour une petite fille. Des observations sur le fait qu'elle devait apprendre sa place dans le monde. Des comparaisons avec Caroline, la fille de mon beau-frère Nathan, que Dorothy décrivait comme « convenablement humble et douce ». Les commentaires se sont faits plus vifs après que Madison a remporté le concours d'art du district l'automne dernier. Dorothy avait assisté à la cérémonie, assise au dernier rang, les bras croisés, refusant d'applaudir lorsque Madison a reçu son ruban. L'orgueil précède la chute, avait-elle marmonné assez fort pour que les autres parents l'entendent. Kenneth trouvait toujours des excuses. Sa mère était d'une autre génération. Elle avait eu une vie difficile. Elle ne le pensait pas. Mais j'avais commencé à remarquer des choses. Comment le sourire de Madison s'effaçait en présence de Dorothy. Comment elle touchait inconsciemment ses cheveux chaque fois que sa grand-mère faisait des remarques cinglantes sur la vanité. Comment elle arrêtait de danser dans le salon si Dorothy était en visite. Il y a 2 semaines, la situation s'était envenimée. Nous avions assisté au dîner d'anniversaire de Robert dans un restaurant chic du centre-ville. Madison portait sa robe préférée, la violette avec des étoiles argentées, et m'avait demandé de lui tresser les cheveux en couronne. Elle ressemblait à une petite princesse, et plusieurs clients lui avaient souri alors que nous nous dirigions vers notre table. Le visage de Dorothy s'était crispé. Tout au long du dîner, elle a fait des commentaires de plus en plus hostiles. Madison cherchait l'attention. Sa robe était inappropriée pour une enfant. Ses cheveux étaient ridicules et vaniteux. Quand Madison s'est excusée pour aller aux toilettes, Dorothy s'était tournée vers Kenneth. Cet enfant a besoin d'être remise à sa place. Tu élèves une narcissique. Kenneth avait ri, mal à l'aise. Maman, elle a 6 ans. 6 ans,
c'est assez vieux pour apprendre l'humilité. Quand tu avais 6 ans et que tu prenais la grosse tête, je savais comment m'y prendre. La façon dont elle l'avait dit, la certitude froide dans sa voix, m'avait glacé le sang. Mais Kenneth avait changé de sujet, Madison était revenue, et nous avions terminé le dîner dans un silence tendu. J'aurais dû prêter plus d'attention à cette menace. J'aurais dû la reconnaître pour ce qu'elle était. 3 heures après le début de mes dépositions au travail, mon téléphone a vibré. Un SMS de Dorothy. Madison va bien. Ne t'inquiète pas pour venir la chercher. Kenneth la récupérera après son service. Quelque chose n'allait pas. Dorothy ne se portait jamais volontaire pour garder Madison plus longtemps que le strict nécessaire. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, prêts à appeler, mais mon associé principal est entré avec des dossiers urgents. Le moment est passé. Vers 16 heures, une angoisse inexplicable s'était installée dans ma poitrine. Kenneth ne répondait pas à son téléphone. Inhabituel, mais pas sans précédent les jours de chirurgie. Dorothy avait complètement cessé de répondre aux SMS. En rentrant à toute vitesse, j'ai trouvé notre maison étrangement silencieuse. La voiture de Kenneth était dans l'allée à côté de la berline Bordeaux de Dorothy. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, le silence pesait sur mes tympans. Pas de bruit de télévision, pas de rire de Madison, pas de voix, juste une quiétude oppressante, en attente. Madison ? Ma voix s'est brisée. Kenneth a émergé du couloir, le visage cendré, les yeux rougis et hagards. Derrière lui se tenait Dorothy, arborant une expression de satisfaction suffisante qui me glaça le sang. Vivien, la voix de Kenneth sortit étranglée. Il y a eu un incident. Où est Madison ? Dorothy s'avança, le menton levé avec défi. Elle est dans sa chambre, en train d'apprendre une précieuse leçon sur la vanité et l'orgueil. Mes jambes bougèrent sans que je le commande, me portant dans le couloir. Kenneth a essayé de saisir mon bras, mais je l'ai repoussé. La porte de la chambre de Madison était fermée. D'étranges sons étouffés en provenaient. Pas tout à fait des pleurs, plutôt des bruits d'animal blessé. Ouvrir cette porte reste le moment le plus dévastateur de mon existence. Madison était assise sur son lit, mais tout en elle avait changé. Ses magnifiques cheveux, disparus. Son crâne était rose et à vif là où un rasoir électrique avait été passé sans ménagement, laissant des plaques inégales et de petites entailles. Mais ce n'était pas le pire. Ses jambes. Quelque chose était catastrophiquement anormal avec ses jambes. Elle s'est tournée vers moi et l'expression dans ses yeux, vide, choquée, incompréhensive, me hantera pour toujours. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Juste ses horribles sons brisés. Madison, ma chérie, que s'est-il passé ? Derrière moi, la voix de Dorothy a retenti, claire et cruelle. Les enfants qui se pavanent comme des paons ont besoin qu'on leur coupe les plumes. La fille de ton beau-frère, Caroline, ne s'est jamais comportée avec autant d'arrogance. La pièce s'est mise à tourner. Je suis tombée à genoux à côté de Madison, essayant de comprendre ce que je voyais. Ses jambes étaient pliées à des angles impossibles sous les genoux, enveloppées dans des bandages improvisés déjà imbibés de rouge. Kenneth est apparu à la porte, et soudain sa présence a allumé en moi une rage si pure qu'elle a consumé mon choc. Tu savais. Tu étais à la maison et tu savais ? Elle m'a appelé il y a 1 heure. Je suis venue directement après ma chirurgie. L'ambulance arrive, 1 heure ? Dorothy a ri. Elle a littéralement ri. Quel cinéma ? Les enfants guérissent. Elle apprendra l'humilité maintenant. Elle ne se pavanera plus comme si le monde lui appartenait. Peut-être que Caroline aura enfin un peu d'attention aux réunions de famille au lieu que tout le monde s'extasie sur celle-ci. La petite main de Madison s'est agrippée à la mienne avec une force désespérée. Sa bouche a de nouveau bougé, formant le mot « maman », mais aucun son n'est sorti. Robert est apparu dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux gris et froids. Il a examiné la scène avec un calme dérangeant. Patricia, la sœur cadette de Kenneth, l'a bousculé, et quand elle a vu Madison,
elle a commencé à glousser, un son nerveux et horrible qui s'est transformé en un véritable rire. Oh mon Dieu, haleta Patricia entre deux éclats de rire. On dirait un poulet plumé. Dorothy, tu as vraiment fait fort cette fois. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce que j'entendais. Patricia savait. Ils en avaient discuté. La voix de Robert a coupé le rire de Patricia. Eh bien, ta nièce Caroline pourra enfin attirer toute l'attention maintenant qu'elle peut ramper comme un chien. Son ton était neutre, comme s'il commentait la météo. La désinvolture de leur cruauté a brisé quelque chose en moi. Madison luttait pour s'asseoir, ses jambes cassées traînant inutilement, et ses gens, sa famille, traitaient cela comme une sorte de victoire. Depuis quand? Ma voix est sortie, mortellement calme. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Dorothy a consulté sa montre avec une désinvolture exaspérante. Depuis environ 13 heures, juste après le déjeuner. Elle n'arrêtait pas de pleurer au début, mais elle a fini par se calmer. Les enfants s'adaptent. 13 heures. Il était maintenant plus de 17h30. Mon bébé était resté assis là pendant plus de 4 heures avec les jambes brisées et la tête rasée, seul dans sa chambre, pendant que Dorothy faisait quoi? Regardait la télévision. Se préparait un thé. Les doigts de Madison se sont enfoncés dans mon bras, et j'ai réalisé qu'elle essayait de se rapprocher de moi, loin de la porte où se tenaient ses bourreaux. Le mouvement a fait glisser ses bandages improvisés, révélant des ecchymoses en forme d'empreintes de mains sur ses mollets. Quelqu'un, Dorothy, avait maintenu ses jambes en place en les brisant. Le pied de biche est dans le garage maintenant, offrit Dorothy serviablement. Je l'y ai mis après avoir fini. Au cas où la police en aurait besoin comme preuve, bien que, vraiment, ce soit une affaire de famille. Pas besoin d'impliquer des étrangers. Kenneth sembla enfin sortir de son état de stupeur. Maman, quelle barre? De quoi parles-tu? Le pied de biche de la boîte à outils de Robert. C'était le bon poids pour le travail. 2 coups rapides sur chaque jambe, juste sous le genou. Des fractures nettes. Elle guérira plus droit que si elles avaient été tordues ou pliées. Elle parlait avec le détachement clinique de quelqu'un décrivant une recette, pas la torture d'un enfant. La respiration de Madison était devenue superficielle et rapide, sa peau prenant une pâleur grisâtre qui me terrifiait. Appelle le 911, ai-je ordonné à Kenneth. Maintenant. Je pensais qu'on pourrait régler ça en privé, commença Robert. Appelle le 911 ou je le fais. L'ambulance est arrivée dans un tourbillon de sirènes et d'efficacité professionnelle. Les ambulanciers posaient des questions à la volée tout en transférant soigneusement Madison sur une civière. L'une d'eux, une jeune femme aux yeux bienveillants, m'a prise à part. Les fractures sont graves. Les 2 tibias et péronés présentent des fractures complètes. Ce n'était pas un accident. C'est elle qui a fait ça. Ma belle-mère a fait ça. L'expression de l'ambulancière s'est durcie. Nous sommes des déclarants obligatoires. La police vous rejoindra à l'hôpital. Pendant le trajet en ambulance, le silence de Madison semblait plus fort que n'importe quel cri. Elle fixait le plafond, levant parfois la main pour toucher sa tête tondue, puis la laissant retomber comme si la réalité était trop lourde à accepter. À l'hôpital, tout s'est déroulé par fragments. Les radiographies révélant l'étendue des dégâts. Les 2 jambes délibérément brisées avec ce qui semblait être une barre de métal. Les chirurgiens expliquant la reconstruction complexe nécessaire. Les policiers prenant des dépositions. Une assistante sociale documentant tout avec une efficacité sinistre. L'équipe de traumatologie pédiatrique a travaillé avec une précision rodée. Le docteur Patel, le chirurgien orthopédiste en chef, a affiché les radiographies sur un grand moniteur, pointant les lignes de fracture avec un pointeur laser. Ces fractures sont remarquablement uniformes, dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. Chaque jambe présente un schéma de fracture presque identique. Les 2 os ont été nettement cassés au même point sous le genou. Ce niveau de précision suggère une force importante appliquée délibérément. Une infirmière nettoyait soigneusement le cuir chevelu de Madison, documentant chaque entaille et coupure du rasoir. Il y a 17 lacérations distinctes, a-t-elle rapporté.
Certaines sont assez profondes pour nécessiter de la colle chirurgicale. Le motif suggère des mouvements rapides et agressifs sans égard pour la sécurité de l'enfant. La détective Sarah Coleman, une femme dans la quarantaine aux yeux bienveillants mais à la colonne vertébrale d'acier, a pris ma déposition pendant que Madison était en chirurgie d'urgence. J'ai besoin de comprendre la dynamique familiale, dit-elle doucement. Madame Walsh a-t-elle déjà montré des tendances violentes? La question a ouvert des vannes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Les souvenirs ont déferlé. Dorothy tirant trop fort sur le bras de Madison à l'épicerie, laissant des bleus qu'elle attribuait à la maladresse de Madison. La fois où elle a coupé le sandwich de Madison avec une telle violence que le couteau avait entaillé l'assiette en dessous. La façon dont elle agrippait les épaules de Madison pour la forcer à se tenir droite, laissant des marques rouges qui s'estompaient avant que Kenneth ne rentre à la maison. J'aurais dû le voir venir, ai-je murmuré. Il y avait des signes. L'expression de la détective Coleman s'est légèrement adoucie. Les agresseurs escaladent progressivement. Ils testent les limites. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger Madison et de s'assurer que justice soit faite. Elle a expliqué le processus. Des accusations criminelles seraient déposées immédiatement. Dorothy serait arrêtée. Les services de protection de l'enfance enquêteraient, bien que leur objectif principal serait d'assurer la sécurité continue de Madison. La détective m'a assigné une avocate des victimes, une femme nommée Janet, qui nous guiderait à travers le labyrinthe juridique à venir. Dans la salle d'attente de la chirurgie, Kenneth était assis à 3 sièges de moi, la tête entre les mains. Nous n'avons pas parlé pendant les 2 premières heures. Finalement, il a rompu le silence. Je savais qu'elle en voulait à Madison, a-t-il admis à voix basse. Mais je n'aurais jamais imaginé comment une grand-mère peut-elle faire ça. Ton père a traité Madison de chien. Ta sœur a ri. Ce n'était pas seulement Dorothy. Le visage de Kenneth s'est décomposé. Ils ont toujours été jaloux. Madison est tout ce que leur côté de la famille n'est pas brillante, confiante, talentueuse. À chaque réunion de famille, les gens gravitent autour d'elle au lieu de Caroline. Maman est amère à ce sujet depuis des années. Et tu le savais. Je pensais que c'était inoffensif. Juste de la jalousie de grand-mère. Je n'aurais jamais pensé, tu as laissé notre fille avec quelqu'un que tu savais être jaloux et amer. C'est ma mère. C'est un monstre. Le docteur Patel est sorti après 4 heures, toujours en tenue de chirurgien. Madison est stable. Nous avons inséré des tiges et des broches en titane pour reconstruire les 2 jambes. Les os étaient complètement sectionnés. Quiconque a fait ça a utilisé une force considérable. Elle aura besoin d'au moins 2 autres opérations, peut-être 3. La kinésithérapie sera intensive. Marchera-t-elle à nouveau? La question est à peine sortie de mes lèvres. Avec le temps et la thérapie, oui, mais elle aura probablement une claudication permanente. Les plaques de croissance ont été endommagées. Une jambe pourrait finir légèrement plus courte que l'autre. Nous ne connaîtrons pas toute l'étendue des dégâts avant qu'elle ne guérisse. On m'a laissé voir Madison en salle de réveil. Elle semblait incroyablement petite dans le lit d'hôpital, ses jambes enfermées dans des fixateurs externes complexes qui ressemblaient à des engins de torture médiévaux. Sa tête avait été correctement rasée et nettoyée, révélant toute l'étendue des dommages. Sans ses cheveux, elle paraissait vulnérable et des années plus jeune. Les moniteurs bipaient régulièrement, suivant des signes vitaux heureusement stables. Quand elle s'est réveillée, ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. Sa bouche s'est ouverte, essayant de former des mots, mais rien n'est sorti sauf un gémissement faible et rauque. L'infirmière a expliqué que le mutisme traumatique était courant dans les cas de maltraitance grave. L'esprit de Madison avait coupé la communication verbale comme mesure de protection. Kenneth est arrivé séparément, Dorothy n'étant nulle part en vue. Il s'est approché avec hésitation, mais je ne pouvais pas le regarder. Vivien, je ne savais pas qu'elle allait, ta mère a brisé les jambes de notre fille. Elle lui a rasé la tête. Et tu as attendu 1 heure. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire, dehors. C'est ma fille aussi. Dehors.
Le chirurgien orthopédiste de Madison, le docteur Patel, est devenu notre bouée de sauvetage pendant ces premiers jours horribles. Multiples opérations pour insérer des broches et des plaques, reconstruisant ce que Dorothy avait détruit avec une violence calculée. L'anesthésiste a mentionné la résistance inhabituelle de Madison à l'endormissement, son corps luttant pour rester conscient, terrifié par la vulnérabilité. Le traumatisme physique n'était qu'une partie du cauchemar. La voix de Madison avait complètement disparu. L'évaluation psychiatrique a qualifié cela de mutisme sélectif suite à un traumatisme grave. Elle communiquait par gestes et par écrit, mais même cela était minimal. La petite fille confiante et bavarde qui racontait toute sa journée s'était réfugiée quelque part d'inaccessible. Dorothy a été arrêtée le 2e jour. Le père de Kenneth, Robert, a payé sa caution immédiatement. L'avocat de leur famille, vraisemblablement payé par Robert, a dépeint Dorothy comme une grand-mère qui était simplement allée trop loin dans la discipline. L'histoire qu'ils ont inventée me rendait malade. Madison aurait été turbulente, et Dorothy aurait surréagi en essayant de corriger des problèmes de comportement. Kenneth a tenté de venir me voir tous les jours, mais j'ai obtenu une ordonnance de protection temporaire le tenant à l'écart. Ces SMS allaient de la supplication à la colère. C'est ma mère, mais je suis de ton côté. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Madison pour toujours. Ça détruit notre famille. Notre famille était déjà détruite au moment où il a choisi d'attendre au lieu de protéger immédiatement sa fille. Les nouvelles locales ont repris l'histoire le 3e jour. Une grand-mère arrêtée pour avoir prétendument brisé les jambes de sa petite fille, était le titre, bien que l'avocat de Dorothy ait réussi à garder le nom et la photo de Madison hors de la couverture médiatique. Les médias sociaux ont explosé d'indignation et d'incrédulité. Comment une grand-mère pouvait-elle faire une chose pareille? Quel genre de famille permet cela? J'ai reçu un appel de mon beau-frère Nathan ce soir-là. Sa voix tremblait. Vivian, je viens de voir les nouvelles. Caroline est dévastée. Elle pleure depuis des heures, disant que c'est de sa faute parce que Dorothy les comparait toujours. Ce n'est pas la faute de Caroline. C'est entièrement la faute de Dorothy. Caroline veut rendre visite à Madison. Elle lui a fait une carte. Le geste était touchant, mais je ne pouvais encore supporter aucun lien avec la famille de Kenneth. Peut-être dans quelques semaines. Madison n'est pas prête pour les visites. Ce que je n'ai pas dit à Nathan, c'est que Madison avait commencé à avoir des terreurs nocturnes. Elle se réveillait en hurlant silencieusement, la bouche ouverte d'horreur, les mains agrippant sa tête comme pour protéger ses cheveux d'un agresseur invisible. Le pédopsychiatre, le docteur Richardson, a dit qu'il pourrait s'écouler des mois, voire des années, avant que Madison ne se sente à nouveau en sécurité. Assez pour parler à nouveau. L'audience de mise en liberté sous caution de Dorothy a eu lieu le 4e jour. Robert avait engagé Sterling et Associés, le cabinet de défense pénale le plus cher de l'État. Dorothy est apparue au tribunal vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, ses cheveux gris coiffés doucement, ressemblant en tout point à une grand-mère respectable. La transformation était choquante. La femme dure qui avait brandi un pied de biche contre un enfant n'était plus là. Son avocat, Marcus Sterling lui-même, a plaidé pour une libération sur parole. Madame Walsh est une femme de 67 ans ayant des liens profonds avec la communauté, aucun casier judiciaire et des problèmes de santé importants. Elle ne présente aucun risque de fuite ni de danger pour la communauté. La procureure, Ada Jennifer Martinez, est restée ferme. Votre honneur, Madame Walsh a commis une agression préméditée sur une enfant de 6 ans, causant une invalidité permanente. Elle n'a montré aucun remords et a attendu 5 heures avant de chercher de l'aide médicale. Elle est absolument un danger, en particulier pour la victime. Le juge a fixé la caution à $500 000. Robert l'a payée en moins d'1 heure. Ce soir-là, j'étais assise au chevet de Madison à l'hôpital, lui lisant son histoire préférée pendant qu'elle fixait le plafond. Un coup à la porte nous a interrompus. La tante de Kenneth, Linda, la sœur de Dorothy, se tenait dans l'embrasure. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes », dit rapidement Linda en voyant mon expression. « Je suis là parce que vous devez connaître la vérité sur Dorothy. C'est, contre mon meilleur jugement,
je l'ai laissé entrer. Linda s'est assise prudemment sur la chaise des visiteurs, ses yeux ne quittant jamais les jambes bandées de Madison. Dorothy a fait quelque chose de similaire à Kenneth quand il avait 8 ans, dit Linda à voix basse. Pas aussi grave, mais elle lui a cassé le bras pour avoir gagné un concours d'orthographe à l'école. Elle a dit qu'il devenait trop fier. Robert a tout couvert, a dit à l'hôpital que Kenneth était tombé d'un arbre. Mon estomac s'est retourné. Kenneth ne me l'a jamais dit. Kenneth ne s'en souvient probablement pas complètement. Les enfants refoulent les traumatismes. Mais je me souviens. J'ai essayé de le signaler, mais Robert a menacé de ruiner l'entreprise de mon mari. Nous étions jeunes, pauvres et effrayés. La voix de Linda s'est brisée. J'ai regretté mon silence pendant 30 ans. Quand j'ai entendu parler de Madison, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Elle a accepté de témoigner si l'affaire allait au procès. Son témoignage pourrait établir un schéma de violence, rendant plus difficile pour Dorothy de plaider la folie temporaire ou la responsabilité diminuée. Au cours des semaines suivantes, d'autres personnes se sont manifestées. Un voisin s'est souvenu que Dorothy avait frappé leur fils avec un râteau de jardin pour avoir cueilli des fleurs dans sa cour. Une ancienne baby-sitter a décrit les méthodes de discipline de Dorothy qui frôlaient la torture. Chaque histoire brossait le portrait d'une femme qui utilisait la violence pour contrôler et rabaisser les autres, en particulier les enfants qui montraient de la confiance ou de la joie. L'affaire pénale avançait lentement. L'avocat de Dorothy déposait motion après motion, retardant la procédure. Pendant ce temps, je documentais tout de manière obsessionnelle. Chaque chirurgie, chaque séance de kinésithérapie où Madison sanglotait silencieusement de douleur. Chaque terreur nocturne où elle se réveillait haletante, agrippant sa tête. 3 semaines après l'agression, la sœur de Kenneth, Patricia, est arrivée à l'hôpital. La sécurité a essayé de l'arrêter, mais elle a réussi à passer en baratinant. J'étais à la cafétéria pour prendre un café quand mon téléphone a explosé de SMS de l'infirmière de Madison. De retour en courant dans la chambre, j'ai trouvé Patricia debout à côté du lit de Madison, parlant d'une voix sirupeuse qui me donnait la chair de poule. Tu sais, Madison, c'est peut-être la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Tu prenais un peu trop la grosse tête, n'est-ce pas? Toujours la star, toujours le centre de l'attention. Eh bien, regarde-toi maintenant. Madison s'était collée contre le côté opposé de son lit, aussi loin de Patricia que ses fixateurs externes le permettaient. Son moniteur cardiaque bipait rapidement, les chiffres grimpant vers des niveaux dangereux. Debout dans la chambre de Madison, Patricia a même souri. Honnêtement, Vivian, la famille pense que tu surréagis. Les enfants sont résilients. Et puis, maintenant, Caroline pourra être la plus jolie à Noël. Le venin dans sa voix était stupéfiant. Patricia avait toujours été jalouse de Madison, réalisais-je. Aux réunions de famille, elle faisait des commentaires désobligeants quand Madison exécutait ses petites danses ou montrait ses dessins. Elle levait les yeux au ciel quand les parents complimentaient les cheveux ou la tenue de Madison. Mais je l'avais mis sur le compte des dynamiques familiales typiques, pas du ressentiment profond que c'était en réalité. Le moniteur de Madison a grimpé en flèche, son rythme cardiaque s'emballant. Patricia a continué, inconsciente ou indifférente. Maman dit que Madison devait pas prendre sa place. Tout le monde ne peut pas être la princesse. Certaines d'entre nous l'ont appris très tôt. Sa voix était empreinte d'amertume. Ta précieuse fille n'est plus si spéciale maintenant, n'est-ce pas? Dehors. Ma voix était mortellement calme. Patricia se tourna vers moi avec une fausse innocence. Je rends juste visite à ma nièce, j'offre un soutien familial. Tu traumatises une enfant que ta mère a mutilée. Dehors. Si dramatique. C'est pour ça que maman a dû agir. Tu as élevé une petite gâtée, la sécurité est finalement arrivée pour escorter Patricia dehors, mais le mal était fait. Madison n'a pas dormi pendant 2 jours après cette visite. Le docteur Richardson a augmenté les séances d'art-thérapie à 1 par jour. Elle a introduit de nouvelles techniques, art-thérapie, thérapie par le jeu, même musicothérapie. Madison dessinait des images troublantes, des bonshommes allumettes sans cheveux, aux jambes pliées à des angles anormaux, la bouche scellée par de lourds traits noirs.
En thérapie par le jeu, elle prenait les poupées, leur enlevait soigneusement les jambes, puis les cachait sous des couvertures. Elle traite le traumatisme, expliquait le docteur Richardson. Ces expressions, aussi troublantes soient-elles, sont en fait des signes positifs. Elle essaie de donner un sens à ce qui s'est passé. Mais les progrès étaient d'une lenteur atroce. Madison a développé des phobies intenses. Elle ne supportait pas qu'on lui touche la tête, paniquait si elle entendait des rasoirs ou des tondeuses électriques, même depuis d'autres chambres d'hôpital, et devenait hystérique lors des changements de plâtre lorsque ses jambes devaient être manipulées. Nous devions la sédater pour les procédures médicales nécessaires, ce qui ne faisait que renforcer son sentiment d'impuissance. L'assistante sociale de l'hôpital, Margaret Chen, est devenue notre avocate au sein du système. Elle a tout documenté méticuleusement, chaque opération, chaque séance de thérapie, chaque terreur nocturne. Ces rapports allaient devenir des preuves cruciales dans les affaires pénales et civiles à venir. J'ai vu beaucoup de choses en 20 ans, m'a dit Margaret un après-midi. Mais ce niveau de cruauté calculé de la part d'un membre de la famille, c'est rare. Et le fait que d'autres membres de la famille le savaient et l'approuvaient, c'est encore plus rare. Elle m'a aidé à comprendre le parcours juridique qui nous attendait. Les poursuites pénales n'étaient qu'une partie. Il y aurait le tribunal de la famille pour les questions de garde, le tribunal civil pour les dommages et intérêts, et potentiellement des années d'appel et d'audience. Le système avançait lentement, surtout lorsque des accusés fortunés comme Robert pouvaient se permettre de faire traîner les choses. Le docteur Richardson, la psychiatre de Madison, est devenue notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Elle travaillait patiemment en utilisant l'art-thérapie et la thérapie par le jeu, essayant d'atteindre la petite fille enfermée dans son traumatisme. Parfois, Madison dessinait des images troublantes de ciseaux, de mains et de poupées cassées. Elle traite, expliquait le docteur Richardson. Le mutisme est la façon dont son esprit se protège. Forcer la parole pourrait causer plus de tort. Des mois passèrent dans un tourbillon de chambres d'hôpital et de documents juridiques. Madison est passée du fauteuil roulant au déambulateur, puis aux béquilles, mais sa démarche ne serait plus jamais la même. Elle a développé une claudication prononcée, ses jambes ayant mal guéri malgré les meilleurs efforts des chirurgiens. Le rasage de sa tête avait été si violent que certains follicules pileux étaient endommagés de façon permanente, laissant des plaques qui ne repousseraient jamais correctement. La date du procès de Dorothy ne cessait d'être reportée. Son avocat invoquait tout, des évaluations de santé mentale aux affirmations selon lesquelles j'exagérais les blessures. Robert finançait tout, apparaissant à chaque audience dans des costumes coûteux, me fusillant du regard comme si j'étais la méchante pour avoir porté plainte. Kenneth a demandé la garde partagée. L'audace m'a stupéfié, mais son argument était simple, il n'avait pas commis le crime. Sa seule faute était une réaction tardive. L'audience pour la garde a été fixée à 6 semaines après l'agression. Kenneth s'est présenté avec son propre avocat, se présentant comme un père dévoué pris dans une situation impossible. Il a soumis des lettres de recommandation de collègues de l'hôpital, des photos de lui avec Madison datant de temps plus heureux, et une évaluation psychologique affirmant qu'il ne représentait aucune menace pour sa fille. Mon avocate, Sarah Martinez, était préparée. Votre honneur, Monsieur Walsh connaissait les tendances violentes de sa mère. Sa propre tante témoignera que Dorothy lui a cassé le bras quand il était enfant. Pourtant, il a quand même laissé Madison sous sa garde. L'avocat de Kenneth a répliqué, mon client n'avait aucune raison de croire que sa mère escaladerait à ce niveau de violence. Il est brouillé avec elle depuis l'incident et ne cherche qu'à maintenir une relation avec sa fille. Brouillé ? C'était nouveau pour moi. Pas plus tard qu'hier, j'étais passé devant la maison de Dorothy et Robert et j'avais vu la voiture de Kenneth dans l'allée. Sarah a présenté des relevés téléphoniques montrant que Kenneth avait appelé sa mère 47 fois depuis son arrestation. Des SMS ont révélé qu'il la conseillait sur la stratégie juridique, suggérant même qu'elle prétende que Madison l'avait agressée pour justifier l'agression comme de la légitime défense. Un SMS en particulier ressortait: « Maman, si tu dis que Madison t'a attaqué en premier, ça devient une autre histoire. » Une grand-mère qui se défend est sympathique. L'expression du juge s'est durcie lorsque Sarah a lu ce message à haute voix. Notre procédure de divorce a coïncidé avec la préparation du procès pénal.
C'est là que j'ai découvert que Kenneth avait caché des choses. Dorothy avait un historique de violence qu'il n'avait jamais divulgué. 3 incidents antérieurs avec des enfants du voisinage, tous réglés discrètement avec l'argent de Robert. Un Kenneth adolescent avait été retiré du foyer 2 fois par les services sociaux, bien que les dossiers aient été scellés. Sarah a creusé plus profondément. Elle a trouvé des dossiers hospitaliers de l'enfance de Kenneth, multiples accidents qui suggéraient des abus, un poignet cassé à 6 ans, une épaule disloquée à 7, le bras cassé à 8 ans que Linda avait mentionné, des côtes fêlées à 10. À chaque fois, des explications différentes, à chaque fois, l'argent de Robert assurant qu'il n'y ait aucune enquête. Kenneth était un enfant maltraité qui a normalisé la violence, a expliqué Sarah. C'est pourquoi il n'a pas réagi immédiatement en voyant Madison. Dans son monde, les mères qui blessent leurs enfants n'étaient pas inhabituelles. Cela expliquait tant de choses. La déférence de Kenneth envers Dorothy, son incapacité à lui tenir tête, sa réaction tardive aux blessures de Madison. Mais la compréhension n'équivalait pas au pardon. Il avait eu des années de thérapie, d'éducation et de distance pour reconnaître le dysfonctionnement. Au lieu de cela, il avait entraîné notre fille dans cette dynamique toxique. La découverte financière a révélé des faits plus troublants. Kenneth avait reçu de l'argent de ses parents tout au long de notre mariage, des dépôts mensuels de $5 000 qu'il avait cachés sur un compte séparé. En échange, il leur avait garanti l'accès à Madison malgré mes inquiétudes croissantes concernant leur comportement. Tu as vendu l'accès à notre fille, l'ai-je confronté à l'extérieur du palais de justice. Ce n'était pas comme ça. Ce sont mes parents. Ils voulaient être impliqués. Ils t'ont payé pour outrepasser mes décisions parentales. Tu as toujours été si paranoïaque à leur sujet. Je pensais que tu surréagissais. Ta mère a brisé les jambes de notre enfant. Je ne savais pas qu'elle le ferait. Tu savais qu'elle était violente. Tu as grandi avec. Tu as les cicatrices pour le prouver. Le visage de Kenneth est devenu pâle. Comment sais-tu pour, tout ressort lors de la procédure de découverte, Kenneth. Chaque visite aux urgences, chaque rapport d'enseignant sur des blessures suspectes. Chaque fois que les services de protection de l'enfance ont enquêté sur ta famille. Tu savais exactement de quoi ta mère était capable, et tu as quand même choisi l'argent plutôt que la sécurité de Madison. Mon avocate, Sarah Martinez, a été impitoyable dans son enquête. Il savait de quoi sa mère était capable et a quand même laissé Madison seule avec elle. C'est de la négligence au mieux, une mise en danger au pire. 20 mois après l'agression, Madison a prononcé son premier mot, non. C'est arrivé pendant une séance de kinésithérapie, lorsque le thérapeute a suggéré d'essayer un exercice particulier. Un seul mot, mais tout le monde dans la pièce s'est figé. Madison a semblé surprise, touchant sa gorge comme pour confirmer que le son venait bien d'elle. Les progrès restaient glaciaires. Des mots isolés émergeaient sporadiquement, généralement lors de moments de stress ou de peur. Son éloquence d'antan semblait être un lointain souvenir. Le procès pénal a commencé 24 mois après l'agression. Dorothy a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale temporaire. Sa défense l'a dépeinte comme une grand-mère dépassée par les styles parentaux modernes, déclenchés par le comportement précoce de Madison. Le palais de justice était comble le premier jour. La couverture médiatique avait été étendue. L'histoire d'une grand-mère qui avait brutalement agressé sa petite-fille de 6 ans avait capté l'attention nationale. Des manifestants se tenaient à l'extérieur avec des pancartes « Justice pour Madison » et « Protégez nos enfants ». Dorothy est entrée dans la salle d'audience ne ressemblant en rien à la femme qui avait brandi un pied de biche contre un enfant. Son équipe de défense avait complètement transformé son apparence. Fini les traits anguleux et les yeux froids. Elle portait un cardigan rose pâle sur une robe à fleurs. Ses cheveux gris étaient permanentés en douce ondulation. Elle se déplaçait lentement, aidée par une canne que je ne lui avais jamais vue utiliser auparavant, jouant le rôle d'une vieille femme fragile. L'accusation a commencé avec une efficacité dévastatrice. La procureure Jennifer Martinez a affiché les photos de la scène de crime sur un grand écran, la chambre de Madison avec du sang sur le tapis, le pied de biche portant encore des traces de sang et de cheveux, le rasoir électrique avec des touffes de cheveux au burn encore prises dans ses lames.
Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous allez entendre va vous troubler. Et cela devrait vous troubler, car le 15 mars, Dorothy Walsh n'a pas simplement discipliné un enfant. Elle a systématiquement torturé sa petite fille de 6 ans dans un acte de violence prémédité qui a laissé une petite fille handicapée à vie et psychologiquement détruite. L'avocat de Dorothy, Marcus Sterling, a brossé un tableau différent. La première témoin fut l'ambulancière intervenante, Emma Martinez. Elle a décrit avoir trouvé Madison en état de choc, ses jambes grotesquement cassées, sa tête grossièrement rasée avec des blessures visibles. En 15 ans comme ambulancière, je n'ai jamais vu de blessure comme celle-ci infligée par un membre de la famille à un enfant. Les fractures étaient précises, délibérées. Quelqu'un a maintenu cette petite fille et lui a cassé les jambes avec une force calculée. Le docteur Patel a témoigné ensuite, utilisant des schémas médicaux pour expliquer l'étendue des blessures de Madison. Les fractures étaient identiques sur les 2 jambes, suggérant une exécution méthodique. La force requise serait considérable. Ce n'était pas un moment de perte de contrôle. C'était une violence soutenue et délibérée. Le 3e jour, j'ai témoigné à la barre. Marcus Sterling a essayé de me dépeindre comme une mère surprotectrice qui avait monté Madison contre sa grand-mère. N'est-il pas vrai, Madame Walsh, que vous n'avez jamais aimé votre belle-mère? Je me méfiais d'elle parce qu'elle montrait un comportement préoccupant envers Madison. Mais vous n'avez jamais signalé ce comportement préoccupant aux autorités. J'en ai discuté avec mon mari. Je supposais qu'il gérerait sa mère. Donc, vous prétendez qu'il y avait un comportement dangereux, mais vous avez quand même permis à votre fille d'être seule avec Madame Walsh. Mon mari m'a assuré que tout irait bien. Je lui ai fait confiance. C'était mon erreur. Sterling a insisté. N'est-il pas vrai que Madison était une enfant difficile? Qu'elle avait des problèmes de comportement? Madison était une fillette de 6 ans, confiante et heureuse. Si c'est considéré comme difficile, alors oui. Des enseignants ont rapporté qu'elle pouvait chercher l'attention. Sarah a immédiatement objecté. Pertinence, votre honneur. Même si c'était vrai, ce qui ne l'est pas, rien ne justifie de briser les jambes d'un enfant. Le juge a maintenu l'objection, mais Sterling avait planté la graine qu'il voulait, que Madison avait en quelque sorte provoqué l'attaque. Témoigner était atroce, décrire la découverte de Madison, ses blessures, son traumatisme continu, pendant que Dorothy était assise là, ressemblant à une vieille femme inoffensive dans son tailleur pastel soigneusement choisi. Robert avait engagé un consultant en images. Le visage anguleux et dur de Dorothy avait été adouci par un maquillage subtil, ses cheveux gris coiffés en douces vagues. L'accusation a présenté des preuves médicales, des photographies et des évaluations psychiatriques. Les chirurgiens de Madison ont témoigné de la nature délibérée des blessures, de la force requise pour causer de telles fractures. Puis vint le témoignage de Kenneth. Il a pris la barre dans son plus beau costume, ayant l'air en tout point du médecin respectable. Son témoignage a commencé de manière prévisible, choc, incrédulité, inquiétude pour Madison. Mais lors du contre-interrogatoire, des fissures sont apparues. Monsieur Walsh, combien de temps après l'appel de votre mère êtes-vous arrivé à la maison? Environ 1 heure. Et que vous a dit votre mère lors de cet appel? Kenneth a hésité. Elle a dit que Madison avait été blessée. Juste blessée. Rien de spécifique. Elle a mentionné une discipline qui avait mal tourné. Et vous n'avez pas immédiatement appelé le 911. Je voulais d'abord évaluer la situation. En tant que professionnel de la santé, vous vouliez évaluer avant d'appeler à l'aide. Kenneth s'est agité, mal à l'aise. J'ai été formé pour évaluer les urgences médicales. Dr Walsh, a interrompu la procureure, vous êtes chirurgien cardiaque. Quand vous êtes rentré et avez vu votre fille avec 2 jambes cassées et une tête rasée et ensanglantée, quelle évaluation médicale était nécessaire avant d'appeler le 911? J'étais sous le choc. Mais pas assez choqué pour vous empêcher d'avoir une conversation de 20 minutes avec votre mère avant l'arrivée de l'ambulance. Le public a poussé un cri de surprise. C'était une nouvelle information. Nous n'avons pas parlé pendant 20 minutes. Votre voisine, Madame Chen, a témoigné vous avoir vu arriver à 16h47.
L'appel au 911 a été passé à 17h08. Cela fait 21 minutes. De quoi discutiez-vous avec votre mère pendant que votre fille était assise avec les jambes brisées? Le sang-froid de Kenneth a finalement craqué. Elle m'expliquait ce qui s'était passé. Elle a dit que Madison avait été turbulente, qu'elle se donnait en spectacle, qu'elle voulait lui donner une leçon, mais que c'était allé plus loin que prévu. Donc, votre mère élaborait sa défense pendant que votre fille de 6 ans était à l'agonie. Objection, a crié Sterling. Retenu. Mais le mal était fait. Le jury en avait assez entendu. La procureure a continué. Dr Walsh, étiez-vous au courant de l'historique de violence de votre mère? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Laissez-moi être précise. Saviez-vous que votre mère vous a cassé le bras quand vous aviez 8 ans? Kenneth s'est raidi. C'était un accident. Votre tante Linda a témoigné que ce n'en était pas un. Elle a dit que votre mère vous a cassé le bras pour avoir gagné un concours d'orthographe. Vous en souvenez-vous? Pendant un long moment, Kenneth n'a rien dit. Puis, doucement, je me souviens du concours d'orthographe. Je me souviens d'avoir été fière. Je me souviens que maman était en colère parce que je me donnais en spectacle. La suite est floue. Floue parce que les souvenirs traumatiques le sont souvent. Mais vous vous souvenez de la colère de votre mère face à votre réussite? Oui. Et pourtant, vous avez laissé votre fille très performante seule avec elle. La voix de Kenneth s'est brisée. Elle avait promis qu'elle avait changé. Elle a dit qu'elle avait cherché de l'aide. Avait-elle cherché de l'aide? Je ne sais pas, vous n'avez jamais vérifié, jamais demandé de preuves. C'est ma mère. Je voulais la croire. L'interrogatoire s'est poursuivi sans relâche. Kenneth a admis qu'il avait soupçonné quelque chose de grave, mais qu'il avait été paralysé par l'incrédulité. Il a admis connaître le tempérament de sa mère, mais pensait qu'elle s'était adoucie avec l'âge. Il a admis avoir choisi de gérer les choses en famille au début. Le plus accablant fut lorsque la procureure a présenté des SMS entre Kenneth et Dorothy de la semaine précédant l'agression. Dr Walsh, pouvez-vous lire ce message que vous avez envoyé à votre mère le 10 mars? Kenneth a lu d'une voix monotone, « Maman, s'il te plaît, essaie d'être patiente avec Madison. Ce n'est qu'une petite fille. » Et la réponse de votre mère? Cette petite fille doit apprendre sa place. Si tu ne lui apprends pas, quelqu'un d'autre le fera. Et votre réponse? La voix de Kenneth était à peine audible. S'il te plaît, ne fais rien de radical. La salle a éclaté. Le juge a appelé à l'ordre, mais les dégâts étaient catastrophiques. Kenneth avait su que sa mère préparait quelque chose, lui avait littéralement demandé de ne rien faire de « radical », puis avait laissé Madison sous sa garde de toute façon. La salle murmurait. Plusieurs jurés semblaient dégoûtés. Le témoignage le plus accablant est venu d'une source inattendue. Caroline, ma nièce de 8 ans, que Dorothy avait constamment comparée à Madison, a témoigné par circuit fermé. Caroline était assise dans une pièce séparée avec une avocate pour enfants à ses côtés, son image projetée sur un écran dans la salle d'audience. Elle portait une robe bleue et tenait un lapin en peluche, paraissant plus jeune que ses 8 ans. Sa mère, la femme de Nathan, avait d'abord résisté à la laisser témoigner, mais Caroline avait insisté. Caroline, commença doucement la procureure, peux-tu nous parler de ta relation avec ta tante Dorothy? La voix de Caroline était petite, mais claire. Ce n'est pas vraiment ma tante. C'est la grand-mère de Madison. Mais elle parlait toujours de Madison et moi ensemble. Quel genre de choses disait-elle? Elle disait que j'étais la bonne parce que j'étais calme. Elle disait que Madison était trop bruyante, trop jolie, trop... Caroline a tordu nerveusement l'oreille du lapin. Elle en a fait une compétition, mais je n'ai jamais voulu rivaliser. Madison est ma cousine. Je l'aime. Est-ce que Dorothy t'a déjà fait des promesses à propos de Madison? Caroline a hoché la tête, puis s'est souvenue qu'elle devait parler à voix haute. Oui. Elle a dit qu'un jour, je serais la spéciale. Elle a dit que Madison ne serait pas toujours la star. Quand a-t-elle dit ça? Souvent, mais surtout à Noël dernier.
Madison a eu une poupée qui danse du Père Noël et tout le monde la regardait jouer avec. Mamie Dorothy m'a prise à part et m'a chuchoté que le temps de Madison sous les projecteurs ne durerait pas éternellement. Elle a dit, l'orgueil précède la chute, et je m'assurerai qu'elle tombe. Le silence dans la salle d'audience était total. Caroline, est-ce que Dorothy t'a déjà fait du mal? Pas physiquement, mais elle m'a blessée tout le temps. Elle me faisait sentir que je n'étais pas assez bien parce que les gens aimaient Madison. Elle m'a rendue jalouse de ma propre cousine. Caroline a commencé à pleurer. Je ne voulais pas que Madison soit blessée. Je voulais juste que Mamie Dorothy arrête de nous comparer. La défense a tenté un contre-interrogatoire en douceur, attaqué un enfant témoin ne jouant jamais bien avec les jurys. Sterling a demandé si Caroline avait pu mal comprendre les mots de Dorothy, si peut-être Dorothy essayait juste de la réconforter. La réponse de Caroline fut dévastatrice dans sa simplicité. Non. Elle voulait que je déteste Madison. Mais je ne la déteste pas. Je veux juste retrouver ma cousine comme elle était avant. La défense de Dorothy a appelé des témoins de moralité, des amis de l'Église qui l'ont décrite comme dévouée et attentionnée. Ils ont présenté son travail caritatif, ses heures de bénévolat au centre pour personnes âgées. Patricia a témoigné que Dorothy était une grand-mère aimante poussée à bout par un enfant difficile. Mais les témoins de moralité se sont effondrés lors du contre-interrogatoire. Les amis de l'Église ont admis qu'ils n'avaient jamais vu Dorothy avec des enfants. Le directeur du centre pour personnes âgées a reconnu qu'on avait demandé à Dorothy d'arrêter son bénévolat après plusieurs incidents avec d'autres bénévoles. Même Patricia a trébuché lorsqu'on lui a demandé directement si elle croyait que briser les jambes d'un enfant était jamais justifié. Dorothy elle-même n'a jamais témoigné. Sterling savait probablement que son manque de remords la condamnerait devant le jury. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur des experts psychiatres engagés qui ont témoigné de psychoses induites par le stress et d'aliénation mentale temporaire, dépeignant Dorothy comme une victime de sa propre dépression nerveuse. L'experte psychiatre de l'accusation, le docteur Jennifer Wu, a démoli cette défense. Les actions de Madame Walsh montrent une préméditation claire. Elle a renvoyé son mari pour la journée. Elle a attendu d'être seule avec l'enfant. Elle a préparé les outils à l'avance. Elle a même élaboré son histoire initiale avant d'appeler son fils. Ce n'était pas une rupture momentanée. C'était une violence planifiée. Les plaidoiries finales ont duré une journée entière. La procureure a affiché des photos de Madison avant l'agression, vibrante, souriante, dansante, contrastée avec des photos récentes la montrant en fauteuil roulant, la tête partiellement chauve, l'expression vide. Dorothy Walsh n'a pas seulement brisé les jambes de Madison. Elle a brisé son esprit, volé sa voix, détruit son enfance. Elle a fait cela non pas dans un moment de rage, mais avec un calcul froid, dans l'intention de détruire une enfant de 6 ans dont le seul crime était d'être confiante et aimée. La plaidoirie de Sterling s'est concentrée sur l'âge de Dorothy, son casier judiciaire prétendument vierge, son état mental. Mais même lui semblait savoir que c'était une cause perdue. Ses arguments semblaient superficiels, comme s'ils suivaient le mouvement. Le jour du verdict est arrivé, gris et pluvieux. Madison est restée à la maison avec une infirmière spécialisée, toujours incapable de gérer les foules sans crise de panique. Kenneth était assis dans la section de soutien à la famille, derrière sa mère, un choix qui allait définir tout ce qui a suivi. Pour l'accusation d'agression aggravée ayant causé des lésions corporelles graves à un mineur, nous déclarons l'accusé coupable. Pour l'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné une invalidité permanente, nous déclarons l'accusé coupable. Le sang-froid soigneusement entretenu de Dorothy a finalement craqué. Elle s'est tournée vers Kenneth, les yeux suppliants, mais il fixait droit devant lui, la mâchoire serrée, incapable de croiser son regard bien qu'il ait choisi de s'asseoir derrière elle. La sentence a été prononcée 6 semaines plus tard. La juge, elle-même grand-mère, n'a pas mâché ses mots. Madame Walsh, vous avez commis un acte d'une cruauté inconcevable contre un enfant sans défense. Vos actions n'étaient pas une perte de contrôle momentanée, mais une violence calculée destinée à détruire l'esprit d'une petite fille. Vous avez réussi à causer des dommages physiques et psychologiques permanents. Le tribunal vous condamne à 15 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans.
Dorothy a alors hurlé, un son rauque, animal. Robert a dû la retenir physiquement alors que les officiers s'approchaient avec des menottes. Patricia s'est enfuie de la salle d'audience en larmes. Kenneth est resté figé sur son siège. À l'extérieur du palais de justice, Kenneth m'a approché une dernière fois. « Viens, s'il te plaît, laisse-moi la voir. Laisse-moi essayer de réparer ça. Tu as eu ta chance. Quand ce juge t'a demandé de te lever et de déclarer où se situait ta loyauté avec une mère qui a mutilé ton enfant ou avec la protection de Madison, tu as choisi Dorothy. Tu t'es littéralement tenu derrière elle. L'avocat a dit que ça aiderait sa défense de santé mentale si la famille la soutenait. Tu as choisi. Et Madison a vu ce choix aux informations, Kenneth. Elle a vu son père se tenir derrière la femme qui lui a brisé les jambes. Il s'est alors effondré, sanglotant sur les marches du palais de justice, mais je n'ai rien ressenti. Mon empathie s'était épuisée des mois auparavant. Le procès civil s'est conclu 18 mois plus tard. Les biens considérables de Robert ont été décimés par le jugement. Le tribunal a accordé à Madison suffisamment pour couvrir les soins médicaux à vie, la thérapie et une compensation pour invalidité permanente. Robert et Patricia se sont tous deux déclarés en faillite plutôt que de payer, mais des hypothèques ont été placées sur tout ce qu'ils possédaient. Madison a 10 ans maintenant. Elle parle par phrases courtes, sa voix différente d'avant, hésitante, prudente. Ses cheveux ont repoussé de manière inégale, nécessitant une coiffure spéciale pour cacher les plaques chauves. Elle marche avec une claudication prononcée malgré des années de kinésithérapie. La confiance qui émanait d'elle a été remplacée par une lassitude vigilante. Mais elle est toujours là, se battant toujours la mienne. Kenneth envoie des lettres que nous n'ouvrons pas. Dorothy sera éligible à la libération conditionnelle dans 6 ans. Nous nous y opposerons le moment venu. Robert est mort d'une crise cardiaque l'hiver dernier, ne laissant que des dettes et des souvenirs amers. Patricia a déménagé à l'autre bout du pays, envoyant occasionnellement à Madison des cartes qui vont directement à la poubelle. Certaines nuits, Madison se glisse dans mon lit, touchant doucement sa tête, vérifiant que ses cheveux sont toujours là. Elle demande pourquoi mamie Dorothy la détestait tant. Je n'ai pas de bonnes réponses, seulement des réponses honnêtes. Certaines personnes portent du poison dans leur cœur, ma chérie. Cela n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec leur propre noirceur. Elle hoche la tête, traitant l'information de cette manière silencieuse qu'elle a maintenant. Puis elle posera une question sur le document que j'ai déposé. Celui mentionné dans ces derniers moments avant que tout ne change. C'était quoi le papier, maman? Celui qui a fait que papa a dû choisir. Une requête en référé pour la garde et le dépôt d'une plainte pénale. Cela signifiait que papa devait décider s'il soutenait l'accusation ou s'il restait aux côtés de mamie Dorothy. Et il l'a choisi elle. Oui, ma chérie. C'est ce qu'il a fait. Madison y réfléchit. Puis se blottit plus près. Toi, tu m'as choisi. Nous construisons une nouvelle vie, juste nous deux. Madison fréquente une école spécialisée avec des services de soutien exceptionnels. Elle s'est fait des amis avec d'autres enfants qui comprennent les cicatrices, visibles et cachées. Son rire, quand il vient, est différent, mais toujours aussi beau. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, elle régresse, devenant silencieuse pendant des heures. D'autres jours, elle surmonte de nouveaux défis avec une détermination qui me coupe le souffle. Son thérapeute dit qu'elle ne retrouvera peut-être jamais complètement sa voix ou sa confiance, mais elle développe sa propre sorte de force. Récemment, Madison a recommencé à dessiner. Pas les images troublantes des premiers jours, mais des images de fleurs poussant à travers les fissures des trottoirs. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a écrit une note, « Les jolies choses peuvent pousser même quand quelqu'un essaie de briser le sol. » Ma fille a été brisée par quelqu'un qui aurait dû la protéger, trahie par un père qui a choisi la loyauté familiale plutôt que sa sécurité. Mais elle n'a pas été détruite. Dorothy a échoué dans son but ultime. L'esprit de Madison, bien que changé et plus silencieux, a survécu. Certaines nuits, je rêve de la fille que Madison était censée être, courant sans boiter, bavardant sans fin de sa journée, rejetant en arrière ses magnifiques cheveux.
Je pleure cet enfant tout en célébrant la survivante qu'elle est devenue. Le document qui a tout changé n'était ni complexe ni astucieux. C'était simplement la vérité, livrée au moment où tout le monde devait choisir son camp. Kenneth a fait le mauvais choix, mais Madison et moi, nous nous sommes choisis. Et ce choix nous sauve toutes les deux, chaque jour.